Il était grand temps que je vienne enfin vous parler de mes lectures. Surtout qu'aujourd'hui, il va y avoir du bon, voire du très très bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je prends enfin le temps de vous parler de certaines lectures que j'ai fait dernièrement parce que je dois reconnaître que ces derniers temps, j'ai plutôt carburé niveau lecture. J'en ai pas fait que des bonnes, hein, je vous avoue, à mon avis. L'un des prochains points lecture sera un poil moins positif que celui d'aujourd'hui parce que oui, aujourd'hui, je vous ai concocté un petit point lecture 100% lecture thriller noir bien dégueu, mais que du bon, vraiment. Et comme ça n'arrive pas tous les jours sur la chaîne, j'espère vraiment que vous l'apprécierez et bien sûr que ça vous donnera potentiellement envie de découvrir les titres dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors trêve de blabla, on va s'y mettre tout de suite. Je n'ai pas classé ces romans dans un ordre d'appréciation, mais plutôt dans l'ordre du plus ancien que j'ai pu lire au plus récent, en tout cas il me semble. Et dans ce contexte, le premier dont je dois vous parler, il s'agit des Démoniaques de Mathias Copping aux éditions La Mécanique Générale. Bon alors je vous disais que dans ce point lecture on va parler de certains romans un peu trash, un peu gore et clairement dégueu. Celui-ci en fait tout à fait partie. Je vous avoue qu'avant de le débuter, je n'avais même jamais lu la quatrième. J'avais tout simplement entendu énormément de bons retours concernant Mathias Copping. Du coup, lorsqu'un jour je suis tombée sur l'un de ses romans, je n'ai pas hésité, je l'ai pris et j'avoue qu'il dormait depuis un petit moment dans ma pile à lire. Pour ce qui est de la quatrième, je vous préviens, il s'agit tout simplement du tout premier paragraphe de ce roman. Et on est tout de suite, mais alors tout de suite plongé dans l'ambiance, hein, puisque ce premier paragraphe décrit tout simplement une scène de viol collectif d'adultes dans le genre vieux gros dégueulasse sur une gamine de 16 ans. Comme ça, le décor est planté, vous savez parfaitement dans quoi vous vous engagez. Et du coup, cette histoire, si je devais vous la résumer, je dirais tout simplement que c'est une histoire de vengeance de cette gamine de 15-16 ans sur tous ces hommes qui lui ont fait du mal. Comme je le disais, il y a du coup de nombreuses années, j'ai envie de dire, que j'entendais parler de Mathias Copping et en bien. Je me suis du coup enfin jetée à l'eau. Et pour résumer, je dirais que ce roman m'a franchement fait l'effet d'une grosse claque. Alors on va pas se mentir, avant de commencer cette lecture, je m'attendais bien sûr à y trouver du très très noir et c'est effectivement ce que j'y ai trouvé. Dans ce roman, pour moi, il y a vraiment une noirceur et une violence sans nom, mais malgré tout, ça reste un roman que j'ai beaucoup aimé. Enfin, je dis malgré tout, comme si je n'aimais pas les trucs noirs, gore et sanglants, alors qu'en fait si. Du coup, c'est pas hyper étonnant non plus. Mais développons un peu le pourquoi du comment j'ai tant aimé, parce que dit comme ça, je passe juste pour une grosse psychopathe. Tout d'abord, j'ai trouvé que la plume de Mathias Copping était d'un réalisme cru mais diablement efficace. Ai-je besoin de préciser qu'on est sur du roman noir pour public très averti ? Parce que bon, il est quand même question, entre autres, de prostitution de mineurs, de viol, de violences sexuelles, d'inceste ou encore de drogue, pour ne citer que ces thématiques-là. L'auteur ne nous épargne rien dans la description de certaines scènes et c'est pour moi ce qui en fait, entre autres, un roman aussi poignant et aussi criant de vérité. On sait tous que ce type de famille et d'organisation existe bel et bien dans la réalité, mais on a tous tendance à l'occulter parce que tout simplement c'est bien trop abject pour un cerveau normalement constitué. Or là, Mathias Copping fait vraiment le choix de mettre son lecteur face à une réalité crue à glacer le sang qui nous terrorise complètement. Si vous avez envie de plonger dans du glauque réaliste porté par des personnages qui représentent, je dirais, la lie de notre humanité, alors clairement, ce roman est fait pour vous. Alors, au niveau des personnages, soyons clairs, aucun ne respire le bonheur, ni n'incarne, je dirais, une santé mentale saine, mais certains pour moi représentent une note d'espoir et surtout, j'ai trouvé que ce roman était clairement porté par Kimi, notre personnage central, qui est une ado au passé franchement affreux et qui est animée d'une soif de vengeance infinie et c'est vraiment ce qui rend pour moi ce roman palpitant pour le lecteur. Parce que comme je l'ai dit au début, pour moi, cette histoire, c'est avant tout une histoire de vengeance et c'est justement cette envie de vengeance qui tient vraiment en haleine le lectorat. Ce que j'ai également aimé dans la plume de Mathias Copping, c'est que
au milieu de toute cette noirceur qui, soyons clairs, représente vraiment le gros de ce roman, il a su y glisser des petits détails ou des petits instants de douceur, ou en tout cas des passages attendrissants et touchants qui viennent pour moi contraster son récit. Les personnages m'ont tous semblé ultra réalistes, et d'ailleurs c'est bien dommage pour certains parce que, comme je le disais, on se rend compte que ce type d'être abject malheureusement existe bel et bien pour de vrai. Et l'autre chose que j'ai aussi appréciée, c'est que l'action ne se déroule pas dans une cité d'une grande ville, mais plutôt dans une campagne un petit peu paumée de France. Parce qu'il ne faut pas croire que ce type de choses ne se déroule que dans les grandes villes, et là encore, j'ai trouvé le choix de l'auteur plutôt judicieux et réaliste. C'est donc un roman que j'ai trouvé forcément très glauque, très violent, qui du coup ne plaira pas à tout le monde, j'en suis persuadée, justement parce qu'il s'agit d'un roman extrêmement glauque et extrêmement violent. Néanmoins, pour ceux qui liront, c'est certain, c'est un roman qui les marquera. Pour ma part, c'est sûr que je vais garder en mémoire à un moment cette histoire, et j'irai même plus loin en disant que je garderai vraiment pour moi en mémoire le tout premier et le tout dernier paragraphe de ce roman, qui sont tous deux extrêmement marquants pour des raisons différentes. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que pour moi, cette lecture a été un petit coup de cœur. En tout cas, Matthias Köpping a su me proposer quelque chose de différent. Alors, je dirais pas tant dans les thématiques abordées dans ce roman qui ne sont pas foncièrement ultra originales et que vous pouvez retrouver dans d'autres romans, mais plus dans la façon, je dirais, de les aborder et de les mettre en scène. Une plume extrêmement dure donc, mais que je retenterai sans hésiter une seconde. Maintenant que je sais à quoi ressemble son univers, je vous avoue que j'ai à la fois très hâte de découvrir son autre roman qui s'intitule Le Manufacturier, mais qu'en même temps, je redoute un peu de voir dans quelle noirceur absolue il va encore m'embarquer. Pour moi, c'est donc véritablement un auteur à découvrir pour tous les lecteurs, je dirais, adeptes de romans noirs mais réalistes qui n'ont pas peur, franchement, du glauque et des scènes crues. Ça, il faut bien le garder en tête. Pour ma part, c'était donc une très bonne découverte. Et puis, comme je l'ai dit, il ne me reste plus désormais qu'à me procurer Le Manufacturier qui, je crois, depuis est sorti également au format poche. Et Monsieur Köpping, j'espère que vous avez un autre manuscrit sous la main parce que je ne suis pas prête, je pense, d'arrêter de vous lire. Pour le roman suivant, on va revenir à un basique dont je vous parle souvent et d'ailleurs de plus en plus souvent sur la chaîne, puisque ça y est, je me suis là encore enfin mis un coup de pied aux fesses pour le sortir. J'ai donc lu Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Bon, il me semble que désormais l'histoire de Monsieur Mercedes est assez connue, alors je vais vous en faire un résumé vraiment succinct. Disons que ce roman s'ouvre sur une scène dans laquelle on va suivre un mec complètement cinglé au volant d'une Mercedes qui va tout simplement foncer dans une foule de gens qui attendaient pour rentrer, vous savez, dans une sorte de forum de l'emploi et bien sûr faire d'innombrables victimes. Et juste ensuite, on va retrouver le personnage de Bill Hodge qui est un flic à la retraite qui à l'époque avait été mis sur l'affaire du tueur à la Mercedes, et c'est d'ailleurs l'une des rares affaires qu'il n'a jamais su résoudre. Bref, notre bon vieux Hodge est en train de faire du gras dans son fauteuil devant sa télé, il ne fait que ça de ses journées, jusqu'au jour où il va recevoir une lettre du tueur à la Mercedes qui va gentiment le titiller et lui donner envie de rouvrir l'enquête. Et je trouve vraiment dommage que Stephen King n'écrive pas plus de thrillers, parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon dans l'exercice. Oui, parce que si vous ne l'aviez pas encore compris, ici on va vraiment être sur un roman thriller dans lequel il n'y a pas du tout de fantastique, et c'est également un premier tome d'une trilogie. J'ai adoré ce roman, pour moi c'est vraiment du très bon King. Alors, comme je le disais, il n'y a pas ici de touche de fantastique, donc
Ces fans qui sont adeptes justement de la part de fantastique dans ces romans seront peut-être un poil déçus. Mais alors pour ma part, c'est simple, je crois que j'ai tout aimé dans ce livre. Si Stephen King est souvent cité pour avoir certaines longueurs dans ses récits, et il faut reconnaître que parfois c'est effectivement le cas, pour le coup ici, absolument pas. J'ai été très vite happée par l'histoire, une histoire d'ailleurs au rythme parfaitement maîtrisé qui monte vraiment crescendo tout au long de la lecture. D'ailleurs, tout comme la tension. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu tilter parce qu'à plusieurs reprises dans ce roman-ci, l'auteur cite la série 24 heures chrono et c'est vrai que j'y ai trouvé certaines similitudes entre cette série et ce roman-ci, comme par exemple le fait d'avoir cette tension grandissante petit à petit. Le King est bien sûr connu pour savoir écrire des personnages ciblés, intéressants et complexes et une fois de plus, ici, ça a été complètement le cas. J'ai adoré tous les personnages d'ailleurs, que ce soit les bons comme les mauvais. Et il faut reconnaître que Stephen King sait vraiment mettre en avant les petits et gros défauts de ses personnages et les nimber de pas mal de détails et de traits de personnalité qui les rendent terriblement humains et crédibles. J'ai adoré le trio formé par Hodge, Jérôme ainsi que Holly, un trio que je vous laisserai découvrir. Un trio complètement bancal, improbable même, mais terriblement attachant. Comme bien souvent dans ses différentes œuvres, l'auteur se penche bien sûr sur des thématiques qui semblent lui tenir à cœur. C'est ainsi qu'on y retrouve par exemple ici la thématique de la folie, de la relation parent-enfant, mais aussi de la relation que l'on peut avoir à la mort. Ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est qu'au-delà de cette ambiance très thriller et suspense, il n'en a pas pour autant oublié d'aborder et de creuser les relations humaines, les peurs, les espoirs, les angoisses, la dépression ou encore les déviances, ce qui en fait finalement un roman que j'ai trouvé extrêmement profond et qui porte à réflexion. Ici, j'ai également retrouvé à de nombreux niveaux ce que j'avais aussi tant aimé dans 22-11-63 et d'ailleurs comme dans 22-11-63, l'auteur y fait référence à pas mal de ses autres œuvres et personnellement c'est vraiment un procédé qui me fait toujours sourire et que j'aime vraiment bien retrouver. On a ainsi par exemple page 100 un personnage qui dit « T'as déjà vu le film avec le clown qui vit dans les égouts ?» Bon, j'avoue, comme référence à ça, on a vu plus subtil. Page 94, on a une référence, en tout cas il est noté « Les chiens du ciel » qui fait référence à la nouvelle Bon Ménage qui se trouve dans le recueil Nuit Noire, Étoile Morte, que je n'ai pas encore lu, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien. Page 286, j'ai aussi noté une référence à Jessie. Là encore une référence pas forcément des plus subtiles, mais bon, au moins les fans de King l'auront tout de suite compris, puisque l'un des personnages dit « Non, pas toi dessus, dit-elle, si tu as une crise cardiaque pendant qu'on baise, tu vas m'écraser. » Bref, je vais m'arrêter là, mais vous aurez compris l'idée, et personnellement je trouve que ça donne vraiment une espèce de dimension, de puzzle géant à toutes ces œuvres. Et comme je l'ai dit, c'est le genre de procédé qui me fait toujours sourire quand je tombe dessus. Enfin, il est vrai que Stephen King est souvent critiqué pour ses fins souvent très ouvertes ou qui peuvent sembler parfois bâclées. Or ici, je tiens à noter que l'on a une vraie fin, une fin aboutie, satisfaisante et qui en plus de ça se paye quand même le luxe d'ouvrir, je dirais, un nouveau suspense, comme quoi le King, lorsqu'il le veut, sait également écrire de très bonnes fins. Alors Stephen, ce serait bien que ce soit plus souvent le cas, parce que je t'avoue qu'en tant que lecteur, c'est quand même plutôt appréciable. Je le répète donc, pour moi, c'est du très bon King. Là encore, c'est un petit coup de cœur. Je suis ravie de savoir qu'il s'agit donc du premier tome d'une saga que par conséquent j'ai très envie de continuer à découvrir et j'espère à dévorer. Et puis de façon générale, cette lecture n'a fait que renforcer mon envie de découvrir toute l'œuvre du King. Et petit spoil, depuis j'en ai lu d'autres. Ouais, je suis clairement dans une période Stephen King en ce moment.
je vous préviens, vous risquez d'en manger dans les mois à venir. Je vais ensuite continuer avec un autre auteur dont je vous parle très régulièrement sur la chaîne, puisque là encore, il s'agit de l'un de mes autres auteurs chouchous. Et oui, ça y est, je n'ai pas mis beaucoup de temps à le sortir de ma pile à lire, j'avais beaucoup trop envie de lire cette suite. J'ai donc lu Angor de Franck Thillier aux éditions Pocket. Bon, alors avec Angor, on est sur un tome 8 ou 9 je crois de la saga Charcot et Nebel. Par conséquent, je vais faire un résumé assez succinct parce que c'est toujours un peu risqué de trop en dire et de potentiellement vous spoiler les tomes précédents. Je dirais donc qu'ici, au début de ce roman, on va surtout suivre une gendarme qui vit dans le Nord, qui n'est pas Lucie Nebel, hein, rien à voir, qui a été greffée du cœur il y a quelque temps de ça, et depuis, elle fait des rêves assez bizarroïdes dans lesquels elle voit une femme qui l'appelle à l'aide. On est d'accord qu'il y a quand même mieux pour peupler ses nuits. D'un autre côté, l'action va également se situer à Paris, on va retrouver Charcot qui va être appelé sur... Je dirais pas une scène de crime parce que pour le coup on n'a pas retrouvé un cadavre, mais disons qu'une grosse tempête a déraciné des arbres, je crois, dans une forêt. Bref, toujours est-il que l'un des gardes forestiers a découvert que suite à ce déracinement, il y avait un trou dans le sol et lorsqu'il a regardé à l'intérieur de ce trou, il a eu la bonne surprise d'y découvrir une femme complètement décharnée avec les iris pratiquement blancs. Et on a donc conclu que ça faisait un moment qu'elle était enterrée sous terre à survivre, on ne sait pas trop comment. Forcément, ni une ni deux qui mettons sur cette affaire, notre bon vieux Charcot. Et on se doute bien que les différents protagonistes vont à un moment ou à un autre finir par se rencontrer parce que leurs enquêtes vont se répondre. Et oui, mesdames et messieurs, c'est encore un roman de Franck Thillier que j'ai complètement dévoré. Celui-ci en 2 jours. C'est pour vous dire, hein, il a vraiment pas traîné très longtemps. Décidément, cet auteur n'a pas fini de m'embarquer dans son univers à la fois sombre, mystérieux, mais toujours extrêmement intéressant. Alors oui, à force de lire les différents tomes de la saga Charcot et Nebel, je me rends bien compte que Franck Thillier fonctionne toujours avec, je dirais, un même schéma commun. Et c'est d'ailleurs, entre autres, je pense, ce qui explique que tous les tomes font toujours à peu près la même taille. Donc oui, on se retrouve avec des histoires assez calibrées, mais les thématiques étant à chaque fois différentes, et ce calibrage, je dirais, étant tellement efficace et addictif que je vous avoue que pour l'instant ça ne me dérange pas plus que ça. Dans ce roman-ci, ce que j'ai particulièrement apprécié, je crois, c'est que Charcot et Nebel ne soient pas les seuls à être au centre de cette histoire. Au contraire, j'ai trouvé que presque dans ce tome-ci, il s'effaçait un peu pour mettre plutôt en avant de nouveaux personnages. Et ça, c'était plutôt cool. Un nouveau duo de choc que j'espère donc retrouver bien sûr dans les tomes suivants. Et bien que j'aime beaucoup Charcot et Nebel, je dois reconnaître que ce procédé pour moi a vraiment apporté une sorte de renouveau dans cette saga et j'ai trouvé ça franchement appréciable. Bien sûr, comme à chaque fois, Franck Thillier nous amène à explorer des thématiques scientifiques, ou en tout cas ici plutôt médicales, en y mêlant également des événements historiques véridiques. Et j'adore ça personnellement. Moi, ce mélange, à chaque fois, ça me captive et ça fonctionne sur moi. Alors j'avoue que j'en ai peut-être un petit peu moins appris dans ce tome-ci que dans d'autres tomes précédents. J'étais déjà au courant de certaines choses abordées ici, même si l'auteur m'a apporté quelques précisions, je dirais, dans mes connaissances, mais les thématiques abordées n'en restent pas moins extrêmement intéressantes et certains faits clairement glaçants. D'ailleurs, attention aux âmes sensibles, hein, si tout ce qui touche au corps, au médical, à la dissection et à la torture a tendance à vous dégoûter, vous risquez fort d'avoir beaucoup de mal avec certains passages. Comme d'habitude, Franck Thillier nous amène une petite pelote de laine bien emmêlée au départ, il nous aide au fur et à mesure à la démêler pour que finalement on se rende compte que cette pelote de laine renfermait un noyau pourri à souhait. Ouais, je crois que si je devais vraiment résumer un petit peu le style Franck Thillier,
Je pense que je le dirais comme ça. Il n'hésite pas à nous mettre face à l'horreur dont l'humain a été capable et dont d'ailleurs il est toujours capable, parce que bon, même si ici on parle d'une fiction, ne nous voilons pas la face, certaines choses énoncées dans ce roman existent toujours. D'ailleurs, à ce sujet, je trouvais qu'il manquait peut-être un petit laïus à la fin, puisque Franck Tillier a en général l'habitude de laisser une note à la fin de chacun de ses romans pour expliquer les recherches qu'il a pu faire pour écrire son bouquin, ou encore les faits qui sont véridiques ou non dans ce qui est énoncé. Or ici, on n'avait pas de note à la fin et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Une fin qui a peut-être été un poil trop abrupte à mon goût, mais une fin qui ouvre de nouveaux mystères et de nouveaux questionnements qui donnent bien sûr fortement envie de se jeter sur le tome suivant. Ce qui, vous vous en doutez, pour ma part, risque d'arriver à mon avis très rapidement. J'espère du coup que dans les tomes suivants, justement, l'auteur creusera peut-être un peu plus les relations humaines, je dirais, entre les différents membres de l'équipe et également la vie personnelle et la psychologie des deux nouveaux personnages introduits, parce que j'aime vraiment voir cette famille de flics s'agrandir. Une famille certes un peu bancale et réunie, je dirais, par l'amour de la noirceur et du danger, mais aussi une famille que je trouve terriblement attachante. Pour résumer, je dirais que ce n'est pas mon préféré du tout de la saga Charcot et Nebel, mais ça n'en reste pas moins un thriller fort intéressant et terriblement efficace comme Franck Tillier sait si bien le faire. Je vais donc continuer ma découverte de cette saga dont je ne semble pas prête de me lasser, et ça pour mon plus grand plaisir. Ah oui, et comme d'habitude avec Franck Tillier, on est sur de la petite pavasse, mais comme vous l'aurez compris, c'est typiquement le genre de petite pavasse qui passe comme une lettre à la poste. 2 jours pour lire ça, c'est pour vous dire. Et je terminerai ce point lecture avec une auteure dont, pour le coup, je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne, puisque j'ai également lu Les Ravagés de Louise May aux éditions Pocket. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai acheté ce roman il y a peu de temps de ça, parce que Séverine en avait beaucoup trop parlé et que du coup j'avais vraiment envie de la découvrir. Et je vous avais dit que ce roman ne dormirait pas très longtemps dans ma pilule à lire. Bah pour le coup, j'ai pas menti. Alors pour ce qui est du résumé, je trouve que la 4e en dit presque trop, donc personnellement, je vous dirais juste que dans ce roman, on va suivre principalement Alex, qui est une flic qui travaille au sein d'une brigade parisienne, une brigade qui a été complètement inventée pour le roman, qui n'existe pas dans la réalité et qui est vraiment une brigade de flics qui se concentre seulement sur les crimes sexuels. Et je dirais qu'ici, Alex va devoir faire face à une recrudescence de certains crimes sexuels qui ne rentrent bizarrement pas du tout dans les statistiques qu'elle a l'habitude de voir. Donc oui, ça y est, j'ai enfin lu mon tout premier Louise May et du coup je comprends désormais ce qui peut tant plaire dans son écriture, même si personnellement j'ai certaines petites réserves. Alors un point assez important, dès le début de ma lecture, ce roman m'a clairement fait penser au film Police, que ce soit d'ailleurs dans sa construction, dans la présentation de ses personnages ou même encore dans l'ambiance. Police est un film que j'ai énormément aimé, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Du coup j'appréciais assez retrouver des points communs entre ces deux œuvres, même si par moments je me demandais un petit peu si l'auteur ne s'était peut-être pas un peu trop inspiré du film. Je dirais que dans ce roman, on a du coup une sorte de succession de scènes assez rapides de la vie quotidienne d'Alex, notre personnage principal, mais également de la vie de cette brigade dans laquelle elle officie. Une succession qui donne du coup justement un sentiment de découpage très scénaristique, ce qui personnellement m'a beaucoup plu parce que je trouvais que ça donnait beaucoup de rythme au roman et de façon générale, je ne me suis jamais ennuyée dans ma lecture. J'ai également apprécié le choix de l'auteur de créer vraiment une brigade spécialisée dans les crimes sexuels parce que je trouvais que ça permettait vraiment de centrer son propos. Et d'ailleurs, je trouve que de façon générale, c'est une brigade qui devrait clairement voir le jour dans le système judiciaire français, pour de vrai, mais bon, ça c'est un autre débat. L'écriture de Louise May m'a donc beaucoup plu, une écriture que j'ai trouvée
directe, incisive et extrêmement réaliste, que ce soit d'ailleurs dans l'écriture de ses personnages, de ses dialogues ou même encore dans les actions mises en place. Un peu à la manière d'ailleurs de Matthias Köpping, elle n'hésite pas à être crue pour plonger le lecteur parfois dans le très noir et le très glauque, histoire de le mettre face à une réalité malheureuse que l'on a franchement tendance à vouloir occulter. J'ai d'ailleurs trouvé très intéressant qu'elle intègre à son roman de véritables statistiques sur les crimes sexuels en France. Donc pour le futur lecteur, sachez-le, on est quand même ici parfois avec des scènes très crues qui peuvent franchement, je pense, heurter les plus sensibles. C'est pas je pense, c'est même certain. J'ai trouvé que tous ces personnages étaient, comme je le disais, très bien écrits. Toute cette brigade m'a semblé extrêmement réaliste, chacun avec ses défauts et ses qualités. Et j'ai vraiment apprécié la dynamique et l'unité de cette brigade malgré les problématiques, que ce soit juridiques, politiques ou administratives, dont parfois elle doit vraiment faire face. Elle nous montre aussi du coup comment il est parfois difficile pour les policiers, malgré toute leur bonne volonté, d'arriver au résultat que l'on attend d'eux, parce que malheureusement, ils ne sont pas les seuls maillons dans la chaîne. Et puis, Louise May a aussi pris le temps de nous montrer que l'on ne peut pas travailler dans ce type de service, voir de telles horreurs sans être un minimum impacté et en restant 100% objectif. Même avec toute la meilleure volonté du monde, ils sont forcément imprégnés par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, et cela influe forcément à un moment ou à un autre sur leur personnalité. Et c'est bien normal parce que nous restons des êtres humains. J'ai adoré les dialogues que j'ai trouvés directs et même coup de poing, et en même temps, parfois, on y retrouve des dialogues bourrés d'humour. Alors, certes, un humour bien souvent assez cynique, mais que cette brigade a besoin de verbaliser, je pense, afin de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ce qu'ils peuvent voir, à tout ce qu'ils peuvent vivre. Je vous avoue qu'avant de débuter ma lecture, je m'attendais à y trouver un récit certes poignant, mais assez manichéen, avec d'un côté la défense de toutes les femmes victimes et de l'autre son pendant, du type les hommes sont tous des criminels qui ne pensent qu'avec leur service 3 pièces et les flics sont tous incapables d'apporter une aide quelconque aux victimes. Mais j'ai été très agréablement surprise d'y découvrir finalement un récit beaucoup plus nuancé que ça, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que je vous avoue que si j'étais tombée sur quelque chose de trop manichéen, j'aurais été franchement déçue. L'auteur a donc choisi de traiter cette thématique du viol sous un angle que j'ai trouvé assez inattendu et plutôt intéressant, même si j'avoue que j'ai trouvé la fin un peu bâclée et décevante par certains aspects. Une fin qui peut ouvrir à de nombreuses interprétations. Alors bien sûr, personnellement, je me suis fait la mienne, mais je serais franchement curieuse de parler de ce bouquin avec son auteur, parce que je ne suis pas certaine d'être arrivée potentiellement à la conclusion à laquelle elle voulait me faire arriver. Vous l'aurez compris, difficile d'en parler plus sans vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Il faut savoir aussi que ce roman est classé comme étant un thriller. Alors personnellement, je le qualifierais plutôt de contemporain noir, voire potentiellement de roman policier, mais je ne l'aurais pas mis dans la catégorie thriller parce que je ne trouve pas qu'il y ait forcément un énorme suspense dedans. Pour ce qui est des quelques éléments qui sont censés être, je pense, des révélations, j'avais tout deviné bien à l'avance, donc je ne peux pas dire que ça a gâché ma lecture, non, absolument pas. Mais si le but de la manœuvre était de me retourner le cerveau, bah c'est raté. J'avais aussi cru entendre, ou en tout cas comprendre, que ce roman a été décrit comme un roman ultra féministe. Pour ma part, je trouve que c'est plutôt un bon roman contemporain noir, comme je l'ai dit, sur les violences sexuelles, même si, bon, je peux comprendre pourquoi on lui colle cette étiquette féministe. Une histoire donc qui m'a plutôt surprise et franchement embarquée.
et un style auquel j'ai clairement accroché, même si, comme je l'ai dit, pour moi, la fin était un petit peu bâclée et décevante par certains points et que le suspense n'était pas au rendez-vous. Mais bon, est-ce vraiment ça que je recherchais dans cette lecture ? Je ne suis pas certaine. Néanmoins, je lirai avec beaucoup de plaisir et de curiosité les autres romans de Louise May parce que on sent clairement que cet auteur a beaucoup de choses à dire et qu'en plus, elle les dit plutôt bien. Je ne sais donc pas quel sera le prochain Louise May que je lirai. J'aimerais plutôt en trouver un qui soit déjà en format poche, mais du coup, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quel est le Louise May que personnellement vous avez préféré. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture, comme vous l'aurez vu. J'ai fait des lectures bien noires, bien glauques, mais ma foi fort intéressantes et franchement très réussies. Je peux le dire, hein, pour moi, tous les romans que je vous ai présentés aujourd'hui sont d'une façon ou d'une autre à découvrir et sont tous très bien écrits. Donc voilà, si vous avez les mêmes goûts que moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Comme je le disais, dernièrement, j'ai pas mal lu, donc j'ai encore quelques romans sous le coude à vous présenter. Certaines lectures qui ont là encore été de très bonnes découvertes, mais aussi un point lecture qui risque d'être un peu moins folichon que celui d'aujourd'hui, voire beaucoup moins folichon. Bref, de toute façon, on se retrouve très vite sur la chaîne pour que je puisse vous parler de tout ça. N'oubliez pas, si vous voulez être informé en temps réel de la sortie des vidéos, surtout, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à venir papoter avec moi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Bye!